Bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour votre présence. Aujourd'hui, on va parler de comment on peut traiter les vulnérabilités dans les systèmes critiques. Alors brièvement, donc, je m'appelle Maxime Alédine, je suis un des cofondateurs d'une société qui s'appelle Cyberwatch et qui a été rachetée par Framatome l'année dernière. Et du coup, l'idée, c'est aussi de vous montrer ce qu'on fait avec Framatome en ce moment dans une BU qui s'appelle Framatome Cybersecurity. Donc déjà, on fait de la cybersécurité, pour information. Et notre métier à nous, plus précisément, en fait, c'est la gestion des vulnérabilités. Donc, notamment, sur une spécialité, c'est vraiment le maintien en conditions de sécurité. L'objectif, c'est de vous simplifier la vie sur ce sujet-là. Et on va voir comment on peut vous aider sur ces éléments. Si jamais on regarde le cœur du sujet du maintien en conditions de sécurité, c'est ce qu'on appelle les CVE. C'est un acronyme, normalement, qui peut vous générer un petit peu de problèmes au quotidien, puisque tous les jours, il y a à peu près 50 nouvelles vulnérabilités qui sont publiées dans une base qui s'appelle la base CVE, pour Common Vulnerabilities and Exposures. Et en fait, si jamais on regarde la progression des vulnérabilités publiées chaque année, elle est quasi exponentielle. C'est-à-dire qu'en gros, vos équipes, elles ne grandissent pas nécessairement en termes de nombre. Par contre, les vulnérabilités, il y en a de plus en plus. Et donc, vous avez tous les jours des nouveaux problèmes. Le lundi, tout est vert. Le mardi, il y a le patch Tuesday de Microsoft, tout est rouge. Et donc, tout l'enjeu en ce moment, c'est comment on fait pour s'en sortir, pour prioriser quelles vulnérabilités comptent réellement par rapport à celles qui sont chez vous. Parce qu'il y a des vulnérabilités, c'est une petite piqûre de moustique. Il y a des vulnérabilités qui vont vous mettre KO pendant un certain temps. Pour décrire ça, il y a une image que j'aime bien, que j'avais trouvée sur Internet. En fait, c'est, si jamais on regarde les objets les plus lourds dans l'univers, il y a le Soleil, il y a les étoiles à neutrons, il y a les trous noirs, et puis encore très loin devant, il y a les rapports de scan de vulnérabilité. J'ose espérer que les utilisateurs de Cyberwatch disent pas ça de nous. J'ose espérer. En tout cas, notre métier, c'est d'alléger un peu les scans de vulnérabilité, de sorte à ce que vos équipes, elles se concentrent sur l'essentiel. Pour bien prioriser, en fait, il n'y a pas que la partie technique, il n'y a pas que la partie théorique, il faut aussi prendre en compte le contexte métier de vos équipes. En particulier sur les systèmes critiques, donc il y a plusieurs familles de systèmes critiques. Il y a des familles plus IT traditionnelles. Par exemple, si vous avez du SAP, vous ne voulez pas que ça tombe. Si vous avez un Active Directory, vous ne voulez pas qu'on y accède. Si vous avez du Fortinet, vous ne voulez pas qu'on rentre à travers. Et de la même manière, si vous avez un peu de système industriel chez vous, si vous avez aussi un parc qui produit des choses au quotidien, vous ne voulez pas que ça tombe. Donc là, il y a quelques automates, des Siemens, des Pils. Votre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils soient protégés pour pas qu'il y ait d'interruption de la chaîne de production. Et en particulier, un élément très important, c'est qu'il faut essayer de prendre en compte le coût de la remédiation. Parce que aller déployer des correctifs sur de l'Active Directory, c'est coton, mais ça se fait. Aller patcher un automate Siemens, il faut bien lire la documentation quand même avant. Et donc, comment on peut prioriser les vulnérabilités sur des systèmes critiques en prenant en compte tout ça? C'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. Donc déjà, la première méthode que je vous recommande d'adopter dès maintenant, en fait, il y a plein de personnes qui connaissent le score CVSS version 3.1 en disant juste CVSS, mais en fait, c'est la version 3.1 qui est utilisée en ce moment sur le marché. Mais il se trouve qu'il y a très peu de monde qui l'utilise de manière complète. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser le CVSS de manière complète? C'est que quand vous regardez toutes les vulnérabilités qui sont publiées, en fait, il y a un score qui est fourni par une autorité qui dit « ça, c'est grave »,« ça, c'est moins grave ». Cette autorité, c'est le NVD, pour National Vulnerability Database. Vous allez certainement de temps en temps sur ce site-là, ils vous disent cette vulnérabilité, elle vaut 8.3 sur 10, on a donné la messe. Derrière, par contre, il faut rajouter d'autres contextes. Le premier, c'est quelle est la probabilité que la vulnérabilité soit réellement utilisée. Pour ça, il y a quelque chose de très simple, c'est le score temporel. C'est est-ce que, à partir de données de Threat Intelligence, vous pouvez finalement regarder si la vulnérabilité, elle a des kits d'attaque disponibles. Et est-ce que ces kits d'attaque nécessitent 3 doctorats en physique quantique pour être utilisés? Ou est-ce que finalement, je suis au CP, j'appuie sur Entrée, c'est fini? Et ça, en fait, on peut obtenir cette information. Cyberwatch récupère ces informations et rajoute automatiquement, par exemple, ce score. Donc tout ça, c'est automatisé. Le NVD fournit une information et nous, par exemple, on est capable d'enrichir ce score-là de manière automatique. Par contre, il y a un troisième élément où là, on a besoin de vous parce que personne ne pourra jamais remplacer votre expertise métier. C'est justement renseigner ce qu'on appelle le score environnemental. Donc toute la partie de droite qui peut être utilisée de manière simplifiée ou un peu plus complète, on y reviendra, et qui vous permet de dire j'ai des exigences en matière de confidentialité, intégrité, disponibilité qui vont être plus ou moins fortes. Et également, mon actif est très isolé ou au contraire, c'est open bar, il est exposé partout, catastrophe s'il y a un problème. Et donc ça, c'est à vous de renseigner ce type d'informations dans ce score-là.
Deux exemples pour illustrer les choses avec des technologies assez simples. Nextcloud, système de serveur de fichiers. A priori, l'enjeu va surtout être sur la gestion de la confidentialité à ces données-là. Si jamais ça tombe, j'ose espérer que vous avez des sauvegardes, vous pourrez les restaurer. Et souvent, c'est des éléments qui sont connectés plutôt à un réseau interne, pas forcément exposition interne, mais au moins dans le réseau interne. Donc on va dire exigence forte en confidentialité, faible en intégrité et en disponibilité, et attaquable depuis un réseau adjacent. À l'inverse, cette bestiole-là, vous connaissez peut-être, vous ne connaissez peut-être pas, c'est un automate Schneider. On n'en voit pas souvent parce que ce qui se passe, c'est que c'est un accès physique qu'il faut avoir pour ces bestioles-là. Souvent, elles sont totalement isolées de tout. Ça réduit drastiquement les vulnérabilités déjà qui sont affectées sur ces systèmes. Et à l'inverse, là, ce n'est pas la partie confidentialité qui va nous intéresser, c'est la partie disponibilité. Ce qui fait qu'une faille qui affecte ce système-là, on va vous dire « Ah ah ah, j'obtiens votre code source ». Est-ce que c'est grave? Pas forcément. Par contre, est-ce que ça casse la ligne de production? Ça va beaucoup plus nous intéresser. Donc deux systèmes qui peuvent être critiques, mais qui vont être évalués différemment avec le score environnemental. Une deuxième approche qui est très complémentaire du CVSS, c'est de temps en temps, vous allez vous dire « Ouais, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire une analyse combinatoire. Ce qui m'intéresse, c'est pas de regarder juste une vulnérabilité, mais comment un pirate un peu plus malin pourrait passer par une première vulnérabilité, puis une seconde, puis une troisième, pour faire une attaque un peu plus poussée. » Pour ça tombe bien, il y a une méthode officielle qui existe, qui s'appelle le MITRE ATT&CK. Alors, qu'est-ce que c'est le MITRE ATT&CK? Eh bien, en fait, c'est 14 tactiques dans un premier temps, qui permettent de décrire toutes les étapes d'une attaque depuis le début jusqu'à la fin. Donc, depuis la partie « je suis capable de déposer une petite bombe » jusqu'à la partie « je fais exploser cette petite bombe ». Et il y a 188 techniques qui, en fait, servent à construire cette bombe. Ce sont les ingrédients de la bombe et ça permet de décrire un modèle d'attaque avec 188 techniques qui vont permettre de faire les différentes phases d'une attaque informatique. Comment ça marche? Eh bien, en fait, chaque vulnérabilité est documentée de sorte à pouvoir être projetée dans le MITRE ATT&CK. On utilise pour ça ce qu'on appelle les CAPEC et ça permet, pour résumer, de tracer une petite carte qui est assez jolie, avec malheureusement souvent du jaune, du orange, du rouge et un peu trop souvent du rouge, hélas. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas s'arrêter là-dessus. Ça, ce n'est pas une bonne utilisation du MITRE ATT&CK. Si jamais vous voulez utiliser correctement le MITRE ATT&CK, il faut se dire quelles sont les attaques informatiques que je pourrais vraiment me prendre dans la figure, quelles sont finalement les menaces qui pèsent chez moi. Et ça tombe bien parce que ces menaces, elles sont souvent documentées. Par exemple, sur le site de l'ANSSI, vous avez plein d'indicateurs là-dessus, avec des noms de code comme APT quelque chose. Vous prenez ces menaces, vous les ajoutez en bleu dans le MITRE ATT&CK, et ce qui va vous intéresser, c'est de regarder quelles sont les zones de recouvrement entre le bleu et le jaune, orange ou le rouge. Plus il y a de recouvrement, moins ça va bien. Plus, finalement, il y a des zones séparées, plus vous pouvez vous dire que cette menace ne va pas vous poser de problème immédiat. Donc ça vous permet de prioriser par rapport à des analyses un petit peu différentes comme ça sur quelles sont les probabilités qu'une menace donnée m'attaque. Dernier élément un peu plus moderne, les personnes qui nous suivent depuis quelques années nous voient de plus en plus parler de cette technique, c'est le score EPSS. Pour résumer, c'est une approche statistique qui permet, à partir de l'ensemble des vulnérabilités qui existent et des attaques passées, de calculer une probabilité qu'une vulnérabilité soit utilisée avec succès dans les 12 prochains mois. Et en fait, quand on regarde, ça permet de vraiment séparer les vulnérabilités. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a quelques-unes qui vont apparaître dans une zone 40%, 60%, 80%, voire 100% de probabilité. Et il y en a énormément qui vont se retrouver dans une zone inférieure à 10%. Celles qui sont en dessous de 10%, c'est du bruit. Elles ne vous intéressent pas, elles vont surcharger vos équipes. Celles qui vont être à partir de 40%, elles méritent votre attention. Si jamais je résume, avant de vous montrer comment on industrialise tout ça, si jamais je résume, il y a trop de vulnérabilités, donc le premier enjeu, c'est comment on priorise ça proprement. Et en vrai, il y a 3 méthodes que vous pouvez appliquer, même sans nous, mais je vous souhaite de le faire avec nous. C'est le CVSS version 3.1 complet. Attention, vraiment, la version complète, la version de base, vous allez avoir des problèmes. Le MITRE ATT&CK en analysant des menaces réellement qui pèsent contre votre industrie. Et le troisième, c'est le score EPSS. Si jamais je vous parle un petit peu du futur, un futur peut-être proche d'ailleurs, en fait, il y a des évolutions d'ailleurs qui sont prévues au niveau du CVSS version 4. Le CVSS version 4 étudie en ce moment la possibilité d'ajouter d'autres éléments comme le coût des mitigations, c'est-à-dire si jamais par exemple déployer
un correctif sur une machine qui gère des radars et que pour qualifier que ça fonctionne toujours bien, je dois tirer des missiles et que ça coûte très très cher finalement de tirer ces missiles pour juste déployer et vérifier que ça fonctionne bien une petite machine, une petite mise à jour Windows. Et bien en fait, l'idée c'est de pouvoir représenter ce coût de la mitigation dans le scoring et donc on croise les doigts très fort pour que le CVSS V4 puisse introduire ces éléments-là. Et donc c'est déjà dans les réflexions qui arrivent en ce moment et ça date déjà des réflexions de 2021. Donc on verra si jamais 2023 ou 2024 introduira ces éléments-là. Alors maintenant, comment on fait pour industrialiser le tout sur des systèmes critiques ? Donc nous, notre métier, c'est la gestion des vulnérabilités, où en fait, ce qu'on aide à faire pour nos clients, c'est déjà identifier ce que vous avez chez vous, parce que en général, il faut savoir ce qu'on a avant de se dire « je vais analyser mon risque ». Deuxième étape, on est capable de faire des analyses de vulnérabilité très performantes et très simples. Je vous ferai une démonstration sur des systèmes extrêmement sensibles, en l'occurrence des automates Siemens. Et en fait, on est capable donc de faire des scans de vulnérabilité de manière très flexible dans les environnements très sensibles. Surtout derrière, vous pouvez préciser les enjeux métiers dans notre logiciel, de sorte à dire, en fait, là, je vais avoir les enjeux de confidentialité, je vais avoir une très forte exposition réseau, là, je vais avoir surtout des enjeux de disponibilité avec une exposition uniquement physique. Si vous faites ça, CyberWatch priorise tout pour vous de sorte à ce que vous puissiez dire, OK, j'ai 1 million de vulnérabilités, oh là là, mais en fait, finalement, j'ai que 1000 vulnérabilités prioritaires. Déjà, ça permet un peu de sortir la tête de l'eau. Tout n'est pas si grave. Le monde n'est pas rouge foncé, il est peut-être rouge clair. Et derrière, on vous donne donc des tableaux de bord pour ces éléments-là. Et on peut aller jusqu'à faire du déploiement de correctifs sur ces environnements-là. Donc, on peut aller même jusqu'à déployer les correctifs. Attention, par contre, on fait ça sur les systèmes. Donc, les Windows pour tout ce qui est KB, tout ce qui est Linux à partir du package management. Et par contre, si jamais vous souhaitez aller un petit peu plus loin et aller patcher des automates, c'est là où en fait le rachat avec Framatome a énormément de sens parce que vous pouvez justement demander à Framatome Cyber Security de faire ces opérations très expertes sur vos systèmes, alors que nous, on a un historique plutôt IT finalement. Et donc là, vous pouvez aller vous adresser à des experts qui vont même pouvoir vérifier la compatibilité de vos correctifs avant de les installer sur vos automates. Donc vraiment, vous voyez, c'est un cercle. L'idée, c'est de vous dire, on fait vraiment le maintien en condition de sécurité qui est un processus continu. Tous les jours, il y a des nouvelles vulnérabilités, mais tous les jours, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vous aider. Notre logiciel, il se déploie dans vos environnements, avec ou sans connexion Internet. Ça peut fonctionner vraiment dans une bulle totalement isolée, y compris des environnements extrêmement sensibles, extrêmement critiques. Et au niveau de nos analyses, on a plusieurs modes de scan qui sont possibles, qui vont être plus ou moins agressifs sur vos machines. Le mode le plus agressif, c'est si vous dites « je ne sais pas ce que c'est, je fais un petit test ». Dans ce cas-là, vous donnez la cible à CyberWatch. Et là, dans ce cas-là, notre métier, c'est de taper dessus. Faites pas ça sur des systèmes sensibles, faites ça sur des systèmes où vous savez qu'il n'y aura pas de risque derrière. Par contre, si vous voulez avoir une approche justement plus douce avec vos actifs et aussi plus fine, parce que vous allez avoir beaucoup plus d'informations avec ces nouvelles méthodes que je vais vous présenter, vous pouvez faire des scans authentifiés, soit en déployant un agent dessus, soit en nous donnant des identifiants. Donc soit en fait, on installe un petit agent sur la machine, on la scanne, soit vous nous donnez des identifiants, on se connecte dessus et on fait nos analyses. Et là, si jamais vous travaillez dans les industries critiques, vous allez dire ouais, ils n'ont rien compris, CyberWatch, moi je veux pas d'agent et je veux pas donner des accès et je veux pas taper sur mes actifs. Ça tombe bien, on a un mode de scan qu'on appelle le scan déconnecté, où là en fait vous pouvez générer par exemple des clés USB CyberWatch avec nos scripts d'analyse dessus. Et là, il faut une petite armée de petites mains qui va aller par la clé USB scanner tous les actifs. Ça prend du temps, mais ça permet d'analyser tous les actifs avec le respect de vos contraintes métiers. Et si jamais vous avez déjà des outils d'orchestration chez vous, par exemple du Chef, du Puppet, du Ansible, du SCCM, du WAPT, et en fait vous pouvez utiliser ces outils-là pour lancer nos scripts et pas avoir à installer d'agents, pas avoir à ouvrir de flux supplémentaires, et ça marche nickel. En termes de périmètre, on couvre énormément de choses, donc les postes de travail, les serveurs, les équipements réseau, les conteneurs, les sites web, les équipements industriels, et puis aussi les bibliothèques logicielles. Donc quand vous avez des développeurs en interne qui installent partout des modules PIP, GEM, NPM, Maven, etc., on les détecte aussi, et on est capable de vous dire quelles sont les vulnérabilités qu'il y a sur tout ça. Alors maintenant, la démonstration justement de tout ça. Donc notre logiciel, il ressemble à ça. Quand vous arrivez, vous avez des indicateurs sur l'évolution des vulnérabilités dans le temps. Et nous, on essaie vraiment de mettre l'accent sur quelles sont les vulnérabilités qui pèsent chez vous. Notamment donc, les vulnérabilités prioritaires. Et une vulnérabilité prioritaire, c'est une vulnérabilité qui, quand on la projette sur votre contexte métier, eh bien, elle mérite votre attention.
Tout ça, comment on le définit? Eh bien, vous avez un système qu'on appelle les criticités, où en fait, on en fournit plusieurs de base, et en fait, vous pouvez définir dessus, finalement, je vais créer une stratégie de priorisation orientée haute disponibilité. Et donc là, je vais pouvoir renseigner mes exigences de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité, et dire, bah, finalement, là, je vais me concentrer avant tout sur la partie disponibilité de mes vulnérabilités. Derrière, on peut rajouter des critères un peu plus poussés pour celles et ceux qui le souhaitent, pour dire, ça c'est exposé en frontal, par exemple un VPN, ou alors, il faut déjà être chez moi pour faire l'attaque informatique, ou alors, franchement, il faut aller physiquement sur la machine. Et je ne vous cache pas que si jamais vous dites, je vais faire la meilleure stratégie du monde, je vais faire en sorte que jamais mes vulnérabilités soient prioritaires, bah vous mettez tous vos actifs en mode accès physique et effectivement, ça va avoir un impact drastique parce que dans ce cas-là, il y a très très peu de vulnérabilités qui auront des scores très élevés pour refléter justement cette exposition. Donc vous pouvez vraiment créer vos propres stratégies de personnalisation et tout ça, on l'insère donc dans une petite moulinette qui reprend donc le score CVSS que je montrais tout à l'heure. Et donc ça fait qu'une vulnérabilité qui par exemple est à 8.3, les autorités disent c'est 8.3 sur 10. Et bien finalement, nous, on va faire ce travail de veille pour vous sur est-ce qu'il y a des kits d'attaque et est-ce qu'ils sont graves. Et donc ça change dans le temps, parce qu'au début, il n'y a pas de kit d'attaque, ou alors après, il va y en avoir qui vont être difficiles à utiliser. Et comme ça change dans le temps, bah, c'est pour ça que ça s'appelle le score temporel. En informatique, on fait les choses simples. Et donc, ça va changer le score de la vulnérabilité dans le temps. Et derrière, on va rajouter vos critères métiers. Ça fait qu'une même vulnérabilité va être vue comme ayant un score finalement de 6.1 sur 10 sur un actif A, de 9.2 sur 10 sur un actif B, ou alors à 8 sur un actif C, par exemple. Et tout ça, donc, on le calcule en continu automatiquement pour vous. Et comment on fait pour adresser en plus ce sujet? Parce qu'en général, les clients nous disent « mais il va falloir que je fasse ça à la main pour chaque machine ». C'est un peu plus subtil que ça. Soit vous le faites effectivement à la main, vous pouvez prendre le chemin un peu plus complexe, soit vous faites des approches groupées. Par exemple, vous pouvez dire bah, « finalement, ces actifs-là, je vais leur adresser cette règle ». Soit, et ça c'est ce qu'on recommande pour les clients qui utilisent CyberWatch, en fait, vous pouvez faire des règles extrêmement puissantes qui vont vous dire bah, « chez moi, dès que j'ai du Apache 2 quelque part, et bien en fait, ces actifs-là qui ont du Apache 2, je vais faire en sorte qu'ils aient automatiquement une criticité de niveau élevé, par exemple. Et ça, en fait, on est capable de le faire même sur les VLAN, de sorte à pouvoir dire, bah, dès que j'ai un port réseau ou dès que j'ai une adresse IP spécifique sur mes actifs, hop, je leur assigne ce niveau de criticité. Donc, on peut gérer aussi, de cette manière-là, l'exposition réseau. Si jamais je vais un petit peu plus loin, je vous ai dit qu'on faisait des scans donc très doux ou très agressifs. Je vais vous montrer les scans les plus doux qu'on puisse faire, qui sont très récents. En fait, maintenant, on est capable donc de faire de la découverte de vos actifs. On peut se câbler par exemple à vos environnements VMware. On peut même faire des découvertes via Intune. Donc, on peut se câbler à tous les éléments de système d'information pour dire qu'est-ce que vous avez. Et si jamais vous regardez ici, vous voyez qu'il y a une nouvelle case qu'on élabore avec un logiciel que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Nmap. Donc, on a passé un accord avec eux pour pouvoir utiliser leur brique pour faire ces éléments-là. Et en fait, on utilise Nmap pour aller interroger vos automates industriels. Et donc, si je clique dessus, je peux dire, je vais scanner, par exemple, mon VLAN 192.168.1.1/24 pour aller balayer tout ça. À quoi ça sert? Eh bien, en fait, aujourd'hui, on est capable de remonter automatiquement les informations sur vos automates S7 et sur les Hirschman, donc les switches, où quand on les fait tomber, c'est pas grave, ça continue à marcher. Et en fait, donc, on récupère ces informations-là automatiquement. Et si je vous fais la petite démonstration, là, en fait, j'ai 3 actifs donc, qui sont des actifs virtuels pour les besoins de la démonstration, mais on l'a fait avec de vrais clients, notamment avec un client qui s'appelle Alstef, qui fait du transport de bagages et qui nous aide énormément là-dessus et que vous pourrez rencontrer très régulièrement aussi au Cézanne. Et en fait, avec Alstef, donc on a conçu ces éléments-là et on rajoute aussi l'expertise de Framatome pour interroger finalement ces systèmes industriels d'une manière suffisamment fine pour ne pas causer de perturbations. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien là, je vais dire à CyberWatch, merci d'aller scanner ces actifs-là en mode scan industriel. Et donc là, il y a CyberWatch qui est en train de dire, bon, qu'est-ce qu'on a en face? On va leur parler avec les protocoles industriels. Donc là, c'est des choses comme du Modbus. Et donc, il faut attendre un tout petit peu, mais on est en train de récupérer automatiquement les informations sur ces systèmes. Donc, c'est en train de scanner. Et en fait, il va falloir observer donc, dans cette zone-là. Voilà, c'est terminé. Et en fait, là, on voit qu'on a récupéré 3 actifs. Et là, en fait, je vois que j'ai un automate S7-1500, gamme ET200MP. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'analyser tout ça pour pouvoir regarder finalement les éléments. On voit que c'est un firmware version 2.8.1
Et en fait, on est en train de récupérer directement les informations de sorte à faire les analyses proprement et vous dire quelles sont les vulnérabilités qu'il y a sur tout ça. Et donc, on fait nos petites analyses de vulnérabilité en parallèle. Là, c'est encore en train d'analyser. Et l'idée, c'est qu'on prend donc les informations sur quels sont les actifs qui sont chez vous. Et après, en fait, on récupère donc toutes ces informations pour dire voici les actifs qui comptent chez vous. Donc, si je vous fais les petites démonstrations là-dessus. Voilà. Là, par exemple, on voit que cet automate-là, en fait, il a la CV 2022 30 694. Et si je me regarde, on voit que la vulnérabilité a un score de 3.5. C'est une vulnérabilité. Avec les méthodes traditionnelles, on pourrait dire faut que je la traite. Notre approche vous permet de dire finalement, elle n'est pas si grave. Vous pouvez encore dormir tranquille pour le moment. Et si vous regardez, on vous dit vulnérabilité prioritaire 0. Et donc ça, c'est l'approche qu'on fait sur les systèmes critiques, mais aussi sur les systèmes un peu plus traditionnels, Windows et tout. Et bien sûr, on vous dit, là, vous êtes en firmware 3.2.16, il faudrait passer à la 3.2.19. Et c'est là où vous pouvez justement dire en plus, ça tombe bien, je voudrais faire une demande de contrôle de non-régression avec Framatome Cybersécurité, de sorte à demander aux équipes de Framatome de déployer le correctif sur un jumeau physique ou un jumeau numérique pour vous dire si jamais tout fonctionne bien ou pas. Pour terminer, si jamais on va un petit peu sur des systèmes différents qu'on retrouve en fait dans les mondes critiques, par exemple des environnements Windows, c'est pareil, je peux changer la criticité de cet actif, où là par exemple je vois que j'ai 1477 vulnérabilités, c'est du Windows, avec 589 vulnérabilités prioritaires. En fait là, le fait de changer l'importance de cette machine, de changer son contexte, ça fait que CyberWatch va recalculer toutes les vulnérabilités de cet actif-là, et en fait on va voir que le nombre de vulnérabilités prioritaires va là aussi être modifié. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va permettre de regarder avec les petites cibles ici. Voilà, là, on est passé de 589 vulnérabilités prioritaires à 11, de sorte à dire, finalement, dans ce nouveau contexte, ce qui compte réellement, c'est ces 11 vulnérabilités-là. Et tous nos plans d'action derrière découlent de ces éléments, de sorte à vous dire, OK, aujourd'hui, en fait, quelles sont les actions correctives que je dois faire qui vont traiter le plus de vulnérabilités prioritaires chez moi. De sorte à pas dire, les amis, il faut tout traiter au quotidien, mais plutôt à vous dire, OK, aujourd'hui, on va se focaliser là-dessus et ça vous permet d'aller jusqu'à dire cette KB va traiter aujourd'hui, si je la déploie, énormément de vulnérabilités prioritaires. Et ça tombe bien parce qu'avec CyberWatch, vous pouvez tout sélectionner et dire je vais déployer. Donc, c'est une approche de bout en bout qui vous permet de faire la détection, la priorisation et même d'aller jusqu'à la partie correction. Et je vous ai parlé de l'EPSS, on l'a aussi, ce score-là. Si vous le découvrez, ce sera sur notre stand, au stand A4-16 sur le village Exatrust. Et également, on fait la partie Mitre Attack sur laquelle on pourra vous faire des démonstrations un petit peu plus poussées si jamais vous aussi vous souhaitez faire une analyse combinatoire de vos vulnérabilités, faire de jolies cartes jaune, orange, rouge et voir finalement si jamais vous êtes très exposé ou pas. Je vous remercie pour votre attention. On est sur le stand A4-16. S'il y a des questions, avec grand plaisir pour en traiter quelques-unes ici, mais surtout avec un énorme plaisir pour que toute notre équipe vous réponde sur le stand A4-16 Village Exatrust. Merci Maxime Allais-Edine pour cette présentation, bravo. Et on a 5 minutes pour des questions-réponses ici sur place au niveau de la... Alors, ça fait 5 minutes pour aller vers le stand A4-16 aussi. Oui, mais on a une question déjà. Là. Voilà. Parfait alors. Oui, bonjour, Anthony Duprima, Société OnePoint. J'ai une question, vous avez évoqué 3 méthodologies en fait. Mitre Attack, EPSS. Ouais, CVSS, Mitre Attack et EPSS, voilà. Absolument. CVSS, vous ajoutez le fait de rajouter du contexte. Oui. Est-ce que vous avez étudié la possibilité de mettre en œuvre SSVC, Stakeholder Specific Vulnerability Categorization? Je suis désolé, j'entends... SSVC. Est-ce que vous... Est-ce que vous avez eu la possibilité d'étudier la méthode SSVC? Oui, bien pour sûr. l'intégrer, et parce qu'au-delà de prioriser et de définir du rouge, du vert, il y a un enjeu autour de la planification, notamment dans le domaine industriel. Donc, est-ce que c'est des choses que vous avez regardées? Totalement. Et en fait, le SSVC, pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, à la base, c'était parti d'une sorte de micro-blague de l'industrie, en mode, on prend le CVSS et on inverse l'acronyme. C'est pour ça que c'est passé de CVSS à SSVC. Et le problème, c'est que cette blague a finalement donné quelque chose d'assez intéressant qui a vraiment émergé et percé un petit peu sur le domaine. Et ça permet d'avoir une approche où on a un arbre de décision qui permet de se dire, est-ce que je dois déployer le correctif rapidement, hors zone de maintenance? Est-ce que je dois faire ça lors de la prochaine zone de maintenance? Ou est-ce que je ne dois le faire jamais? On attend encore un peu avant de déployer cette méthodologie dans l'outil, parce qu'en fait, l'arbre de décision, 95% des résultats, c'est en vrai, on peut attendre. Et du coup, ça suscite quelques débats parce que
ça donne le sentiment que c'est fait pour se dire je peux attendre. Je pense qu'il y aura une version 2 peut-être sur le sujet. En tout cas, on attend encore un petit peu là-dessus, que l'écosystème soit plus en accord avec ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, quand il y a certains auditeurs qui ne reconnaissent pas encore cette méthode-là en disant « mais je ne comprends pas pourquoi vous utilisez SSVC », alors qu'il y a d'autres méthodes qui apparaissent, mais je vous confirme qu'on étudie vraiment le sujet et qu'on aimerait bien l'insérer dans le logiciel dès qu'on verra que l'écosystème l'aura un peu plus adopté. Donc je vous confirme qu'on étudie le tout avec attention. Surtout qu'on a déjà les informations sur le contexte métier qui permettraient en fait de générer le fameux arbre de décision.